moi, le sexe, c'est sacré. La seule chose, je dis toujours, la seule chose qui peut peut-être nous faire croire en Dieu, c'est l'orgasme. Pour moi, ça a été le jour et la nuit. Et sans doute que je n'avais pas été amoureux aussi fort avant de la rencontrer, elle. Tu es sur ton smartphone et tu repères tous les gays qui sont à 50 mètres de toi pour une consommation sexuelle immédiate. Je ne devrais sans doute pas te poser la question, mais réaliser un film sur le désir des hommes, est-ce que ça t'intéresse autant que de réaliser un film sur le désir des femmes? C'est bizarre comme question. Non, je te dis ça parce que tu es la première à me rappeler qu'il n'existe pas une seule société au monde qui ne soit d'abord organisée par et pour les hommes. Du coup, tu pourrais penser que le désir masculin est plus formaté et donc moins intéressant. Oui, sauf que je considère pas que c'est tellement plus facile d'être un homme. Je me suis même évidemment toujours demandé ce que c'était que d'être un garçon. De se retrouver, par exemple, à l'adolescence, à devoir apprendre à séduire les filles, à aller vers elles pour qu'il se passe quelque chose. Eh ben très bien alors. Disons que ce film, c'est l'occasion pour toi de le savoir. Anaïs au pays des garçons. Il paraît que vous gardez un souvenir terrible de votre adolescence. Je peux vous demander pourquoi ? Moi, je suis un enfant des années 60, et les pires années de ma vie restent mes années d'adolescence, où avant 68, et je le raconte toujours aux jeunes gens, j'ai comme, tout en étant dans une famille adorable, avec des parents adorables et tout ce et moderne, et j'ai vécu les pires années d'enfermement sexuel, de répression sexuelle, de détresse et de désespoir parce que j'avais envie de faire l'amour et que c'était inimaginable, impossible, exclu. En plus, j'étais malade, donc j'étais chez moi enfermé, etc. Et que... Ah, vous voyez ce que je raconte, hein. Moi, c'est vraiment des années où s'est logé en moi un germe de pulsion suicidaire très très fort. Et c'est lié à ça. Je le formulais pas bien à l'époque. Mais cet interdit que ma mère, surtout, me posait sur moi, soutenu par mon père, si on peut dire, faisait que la sexualité, qui est déjà terrifiante, déjà compliquée, était pour moi une chose absolument effroyable, terrifiante. Docteur, je m'excuse d'être passé devant tout le monde comme une furie dans votre salle d'attente à cette heure de pointe. Mais il se passe quelque chose de très grave. Mon fils est malade. Explique au docteur ta maladie. Explique-lui, c'est une maladie comme une autre, c'est comme tes croûtes, explique-lui. Comme tu voudras. Docteur, je vais être obligé d'être extrêmement précise. Je vais vous dire que c'est pas très agréable pour une mère. Enfin, docteur, je vais vous dire, vous n'êtes pas mère. Comment ça, vous êtes mère? Qu'est-ce que vous me racontez, docteur? Vous n'êtes pas mère, vous êtes un docteur. Ah, d'accord, vous êtes mère de Velot, j'ai compris, d'accord. Excusez-moi, je n'ai pas le cœur au calembour, vous me permettrez de m'excuser. Non, en tout cas, j'ai trouvé dans le placard de mon fils, docteur, des culottes personnelles pleines de sperme. Dis quelque chose. S'il te plaît, dis quelque chose. Parfait, tu ne dis rien, oui, ça le rend complètement muet. Je m'excuse, je croyais que ça rendait sourd. Docteur, voilà, mon fils aîné se masturbe plusieurs fois par jour. Dans son placard, ou le mien, je suppose, ça doit dépendre des jours, je n'ai pas encore eu le temps d'aller vérifier, dépendre de ses états d'âme. Ah non, ça, je peux vous dire, docteur, que son placard, ni mes culottes, ont l'air de quelqu'un qui se masturbe une fois tous les 6 mois. C'est du carton, docteur. Mais alors, mais du carton d'emballage. Je regrette de ne pas vous en avoir amené un échantillon, je vous l'aurais fiché dans votre mur, docteur. À quel âge est-ce que vous avez été amoureux pour la première fois ? J'ai commencé à être très amoureux au cours préparatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelque chose de qui occupait mon esprit en permanence, mais il n'y a pas eu de... quand j'étais à côté de la petite fille en question, je perdais tous mes moyens, donc j'ai jamais tenté le moindre rapprochement ou essayé de communiquer ses sentiments ou voilà, c'était complètement platonique et puis voilà, quand j'étais pas trop loin, je me retrouvais dans un état à pas pouvoir parler, à pas pouvoir être complètement
terrorisé, ou enfin pas terrorisé, mais coincé, quoi. Enfin, l'image du bêta transi. De la première à la terminale, j'ai eu aussi, comme ça, des sentiments très forts, amoureux, mais sans arriver. Mais là, j'étais plus conscient de ce que je pouvais essayer de faire. Et bon, sauf que ça ne marchait pas. Enfin, ça aurait pu, mais ça marchait à certains moments. Mais enfin, bon, en l'occurrence, sur cette période-là, j'arrivais pas à avoir le retour équivalent. Donc, voilà, donc ça restait, du coup, ça restait en moi et je restais transi. Vous avez compris très tôt, à 10 ans, que votre désir vous portait vers les garçons. Comment avez-vous vécu cette découverte ? Plutôt que d'en être catastrophé, j'en ai été enchanté. En général, on accueille ça comme une catastrophe. Moi, j'ai accueilli ça comme une chose absolument formidable parce que j'ai eu le sentiment que ça allait me permettre de me distinguer des autres et que j'allais faire quelque chose qui n'était pas comme les autres. Voilà, donc comme j'aurais voulu, je sais pas, avoir les yeux bleus parce que tout le monde les a marrons, j'aurais voulu être gaucher parce que tout le monde est droitier. Je trouvais que c'était bien, pour une fois, d'avoir un truc qui me distinguait de la masse. Après, le monde s'est chargé de me faire prendre conscience que ça n'allait pas être aussi simple que ça. Et quand vous compariez votre désir à celui de vos copains hétéros ? J'ai compris assez vite que j'avais les codes de celui d'en face. Alors que les hétéros n'avaient pas les codes de la fille d'en face, si c'est un garçon, ou du garçon, si c'est une fille. Eux, il allait falloir qu'ils passent par une espèce de filtre ou de compréhension de l'autre que moi, j'avais d'emblée. C'est-à-dire que moi, je savais exactement à qui j'avais affaire. C'était pas une terre inconnue. C'était pas une zone de conquête. C'était pas une zone d'incompréhension. C'était au contraire la chose la plus évidente. Ils étaient comme moi, c'était mes frères, c'était mes semblables, c'était mes jumeaux. Donc ça m'a paru plus naturel. Je me suis dit, je vais moins ramer que vous. Toi aussi, tu crois que les hommes et les femmes rament pour se comprendre ? Oui, plutôt. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la psychanalyse, qu'il y a une absence d'harmonie entre les hommes et les femmes, ce que résume la célèbre formule lacanienne que tu connais, il n'y a pas de rapport sexuel. D'accord. Mais alors, pourquoi vous avez si souvent l'impression de tout maîtriser dans la sexualité ? Si pour parler de vous, j'utilisais l'expression de Don Juan, voire de tombeur, ça vous gênerait ? C'est pas que ça me gênerait, non. Parce que je pense qu'il y en a qui me voient un peu comme ça. Je pense que toutes les personnes timides ou toutes les personnes qui n'ont pas certaines aisances, certaines chances ou je sais pas, certaines facilités à séduire peuvent me voir comme ça, ou des filles qui sont un peu le doigt sur la couture du pantalon et très à cheval sur certains principes, effectivement, peuvent me considérer comme ça. Mais non, c'est pas de la gêne, c'est juste que je me retrouverai pas dans ça, c'est pas exactement moi. J'aime séduire, effectivement, mais je peux dire, il faut que ça soit bien fait. Voilà. Vous pensez comme un conquérant qui multiplierait les victoires ? Non, je me pense plutôt comme quelqu'un qui profite. Et du coup, plutôt comme quelqu'un qui fonce. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui me caractérisait, je fonce. Je suis plutôt un fonceur qu'un conquistador. Après, il y a des gens qui ressentent pas forcément le besoin d'en avoir souvent, de ce genre d'histoire. Il y a des gens qui s'attachent peut-être vite aux personnes, et moi, je fais tout pour pas m'y attacher. En tout cas, pour le moment. Je te vois sourire. Tu sais que même si les Don Juan n'ont pas toujours bonne presse auprès des femmes, Lacan voyait en eux non pas un fantasme masculin, mais un fantasme féminin. Ce que Freud devinait aussi chez les hystériques, le désir d'un homme qui soit vraiment à la hauteur. J'ai le plus grand respect pour Freud et Lacan. Mais tu ne crois pas que pour une femme, son fantasme, c'est plutôt de trouver un homme qui n'aimera qu'elle et aucune autre ? Ça fait 35 ans et quelques mois que nous nous sommes rencontrés. C'était en 1976. Nous sommes tombés amoureux, fous l'un de l'autre. C'était sur un tournage de film. J'étais comédien à l'époque, elle était script girl. Et nous tournions à Zeebrugge, qui est une ville de la côte belge. Et moi, j'habitais Bruxelles, elle vivait à Ostende. Et 2 jours après le tournage, elle est venue à Bruxelles, chez moi. Elle n'est plus jamais repartie. C'était pourtant pas la première fois que tu connaissais bibliquement une femme. Qu'est-ce que cette première nuit d'amour a donc eu de si particulier ? C'est vrai que quand je suis tombé amoureux d'elle,
il y avait d'abord... je suis d'abord tombé amoureux de la personne, et puis ça a été une vraie révélation physique pour nous deux. Et je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vécu avant. Et pardon à celles qui nous regardent. Pour moi, ça a été le jour et la nuit. Et sans doute que je n'avais pas été amoureux aussi fort avant de la rencontrer, elle. 35 ans plus tard, tu dirais que le désir a cédé la place à l'affection? Non, ils cohabitent. Et je n'ajoute pas de cheval, comme je me serais permis dans un autre film, d'une tenue moins rigoureuse que celle-ci. Mais non, je ne vais pas dire au contraire, parce que je suis un homme vieillissant, approchant de la soixantaine. Mais non, le désir est toujours là. Et l'amour physique est très présent dans notre vie. Et je trouve ça, parallèlement à la complicité, à l'amour, à la fusion intellectuelle, humoristique, parce qu'il y a ça aussi, nous continuons à être très actifs sexuellement, tous les deux, et de manière, effectivement, sur laquelle j'aurais pas pu parier, parce que dans ma vie d'avant, et j'imagine dans la sienne, il y a eu lassitude, il y a eu effectivement enflammement et puis lassitude. Donc, c'est aussi un miracle. Mais il est là. Quand vous avez rencontré Carla Bruni, est-ce que vous vous êtes dit que votre désir se portait sur une image de la femme idéale? J'ai rencontré quelqu'un. Je n'ai pas rencontré une image. D'ailleurs, c'est très intéressant, quand on rencontre quelqu'un qu'on a vu à la télé ou qu'on a vu dans les journaux, on est toujours étonné. Et quelle est cette surprise? C'est quand même bizarre d'être surpris de rencontrer quelqu'un qu'on a déjà vu. Mais ce qui nous surprend, c'est que cette personne-là, non seulement ne ressemble pas forcément à l'image qu'on peut en avoir, mais surtout, c'est que cette personne-là existe, tout simplement. Et que l'existence, la présence d'un être, à partir du moment où on le rencontre et où on tombe amoureux, l'emporte, dévore littéralement tout ce qui précède. Ce qui précédait chez Carla Bruni, c'était son statut de star, d'étoile. Quand on aime une étoile, on la fait redescendre sur Terre? Je crois que c'est exactement le contraire. Je crois que l'époque démocratique dans laquelle nous vivons, la modalité de l'idolâtrie et de la vénération, c'est-à-dire cette modalité du désir qu'est l'idolâtrie et la vénération à l'ère démocratique, ça n'est pas de s'agenouiller devant quelqu'un, ni de prier devant lui, ni de l'adorer de cette manière. C'est au contraire de lui taper sur l'épaule et d'être extrêmement familier. En revanche, quand on rencontre quelqu'un, quand on aime quelqu'un, non plus une image, non plus une représentation, non plus une statue, ou une statuette, non, je crois qu'on a là, pour le coup, accès à l'expérience que l'autre, qu'on aime, par une partie de lui-même, accède à l'infini et que nous n'y avons pas accès. Bref, l'étoile n'est accessible qu'à celui qui regarde l'individu et non pas l'idée que les autres en ont. Voilà. En ce moment, ma vie me va très bien à sortir avec mes amis, à draguer des filles, à sortir avec certaines, passer pas mal de temps avec d'autres, les revoir plusieurs fois. Il y a des filles que je vois depuis presque 3 ans, peut-être pas hyper régulièrement. Il y a des filles que j'ai juste au téléphone de temps en temps pour avoir des nouvelles. Jonathan vient tout juste d'avoir 30 ans. C'est toi qui as souhaité qu'on aille l'interroger? Oui, parce que s'il y a bien quelque chose qui m'intrigue quand on parle du désir masculin, c'est la difficulté à tomber amoureux chez les garçons de ma génération. Leur peu d'empressement à s'engager et leur préférence absolue pour le célibat. C'est clair qu'il y a un côté cours de récré. Le gros avantage, c'est que d'un seul coup,
la tentation, c'est plus un problème, quoi. La tentation, c'est plus un interdit. On a tous eu des relations où on s'est dit putain, quelle galère, je me fais harceler au téléphone, elle me fait la gueule, je sais pas quoi faire pour que ça aille mieux, j'ai l'impression que je l'intéresse plus, elle s'en fout. Enfin voilà, on a tous eu ce genre de questions. Et d'un seul coup, hop, la seule question qu'il y a, c'est où je sors ce soir, est-ce que j'appelle, est-ce que je la rappelle, est-ce que je la rappelle pas. C'est quand même un peu plus léger, un peu plus agréable, donc forcément il y a quelque chose de tentant là-dedans. Vous n'avez jamais l'impression que votre vie amoureuse est du coup moins intense? Forcément, c'est moins intense, mais c'est moins intense aussi dans la douleur, enfin dans la douleur c'est peut-être un peu fort, mais dans la tristesse quand une relation se termine. L'avantage c'est ça, c'est qu'on peut passer d'une relation à l'autre. Quand on s'investit pas, c'est qu'on peut passer d'une relation à l'autre sans trop de dégâts. Et vous arrivez à ne pas vous attacher? Ah ouais, c'est ça qui est... C'est là-dessus vraiment que j'ai changé depuis 3 ans, c'est dans ma manière de voir les choses et ma manière de fonctionner. En fait, maintenant, j'avance dans une relation avec le frein à main. C'est-à-dire que je dis pas tout ce que je pense, enfin tout ce qui est positif que j'ai envie de dire, que je disais avant, je le dis pas. Toutes les choses que j'ai envie de faire, je les fais pas. Parce que je sais que ce sera pas suffisant. Que si je commence à trop m'investir et à trop donner, il y a de grandes chances qu'en retour, je reçoive aussi plus et qu'il y ait plus d'attentes de l'autre côté. Et je prends pas de plaisir à décevoir les gens. Donc je préfère éviter de trop donner pour pas que l'autre attende trop. De temps en temps au moins, est-ce que vous ne voyez pas votre désir homosexuel comme la possibilité bien heureuse de vivre un célibat éternel? C'est ça au moins l'avantage de la chose, c'est que moi je me rends compte que la sexualité qui est la mienne me permet effectivement d'user de cette liberté, me permet effectivement d'avoir à peu près tous les avantages sans la majorité des inconvénients. Donc je n'ai pas l'obligation de passer devant le maire ou devant le curé, je n'ai pas l'obligation d'aller voir ma belle-mère le week-end, je n'ai pas l'obligation d'élever des enfants, je n'ai pas l'obligation de me réveiller en pleine nuit quand ils pleurent, je n'ai pas l'obligation d'imaginer les prochaines années, et surtout je me retrouve pas dans la situation de divorcer dans un cas sur 2 au bout de 3 mois, ou 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans. Du coup, chez les homosexuels, il y a bien évidemment, comme chez les hétéros, ce qu'on pourrait appeler de purs consommateurs du désir. Bah oui. Ah oui. C'est juste qu'il faut multiplier le nombre par 10 par rapport aux hétéros. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des champions du monde. Il y a des gens qui sont dans une espèce de consommation sexuelle frénétique, dans une espèce de compulsion incroyable. Ce qui est très frappant, c'est ça. Moi, je connais quand même beaucoup de gens qui ont besoin chaque soir d'avoir un nouveau partenaire, de changer, de chercher, qui partent en chasse, vraiment. Il y a cette idée de la chasse, de la proie, de l'idée de ne pas être seul ce soir-là, qu'il y ait quelqu'un. Ils ne savent même pas les noms, les prénoms, parfois. Je me souviens même d'un type, un jour, j'étais allé chez lui, qui m'avait montré son tableau de chasse. Il avait les photos des garçons avec qui il avait couché. C'est-à-dire qu'il les prenait à chaque fois en photo, nus. Donc visiblement pas d'acte sexuel, donc il était quand même tout siète, parce que j'imagine quand même beaucoup d'entre eux ne devaient pas vouloir être pris en photo, même si la photo s'arrêtait. Enfin, souvent il n'y avait pas le visage, donc même ça m'avait frappé, que ce soit un tableau de chasse, vraiment. Donc oui, ça existe. Simplement, je pense que peut-être par rapport aux serial lovers hétérosexuels, le nombre est plus élevé. C'est quoi par exemple le principe de l'application Grindr? Le principe, c'est que tu es sur ton smartphone et tu repères tous les gays qui sont à 50 mètres de toi pour une consommation sexuelle immédiate. Il y a l'idée qu'effectivement tu regardes, tu vois qu'il y a 5 mecs autour de toi ou 15, etc., sur la densité de population, et puis tu commences à discuter avec eux, et puis 10 minutes après, le type est chez toi ou tu es chez lui, et puis la chose se fait. Et puis 1 heure après ou 2 heures après, tu rentres chez toi, et lui chez lui, et puis on se revoit jamais. Je ne crois pas que cette version existe chez les hétéros, par exemple. Je le confirme. Il n'y a pas de version équivalente chez les hétéros. Vous n'avez peut-être pas ça, mais pour ce qui est d'une consommation sexuelle immédiate, vous avez d'autres ressources, non? Le désir masculin n'a pas attendu la technologie pour être satisfait.
vous-même, comment avez-vous découvert la prostitution? Et j'ai découvert ça, j'avais 23 ou 24 ans, j'étais déjà au Théâtre du Soleil à Paris, pendant un chagrin d'amour. Comme quoi il m'arrive des drôles de trucs pendant c'est très intéressant, un chagrin d'amour. Et pendant un chagrin d'amour, de dépit, je suis allé voir une prostituée de la rue Saint-Denis, la classique. Et alors j'avais trouvé ça absolument dérisoire, quoi, vraiment. C'était d'ailleurs dérisoire, bon, ça avait duré quelques minutes. C'était vraiment le processus classique, quoi. La fille, la serviette, l'hôtel, machin, la montée, la chambre. Une fille pas très jolie, comme ça, gentille, mais pas... Enfin bon, bref, voilà, j'étais sorti là en me disant, putain, c'est ça, c'est vraiment... Peut-être c'est ça que je cherchais, que finalement, l'acte sexuel n'était pas une chose... il fallait pas me rendre malheureux à ce point-là pour quelque chose qui n'était pas... Et puis alors, par contre, ensuite, j'ai arpenté la rue Saint-Denis et c'est devenu vraiment une chose importante pour moi. C'est devenu un univers romanesque, poétique, sexuel, bien sûr, de fantasmes et de très important. Je passais des cabines de pipe show, des films porno qu'on voit dans les petites cabines. À ce monde des prostituées, ça pouvait durer 5 heures, 6 heures. Je me suis arrêté dans des bars, j'écrivais sur mes petits carnets rouges de la République de Chine, et vraiment, et je faisais des rencontres érotiques et vraiment poétiques. C'est pas pour édulcorer la chose du tout. Assez extraordinaire, vraiment. Là, je crois que j'ai perçu dans ma tête quelque chose de la magie de la prostitution. Et jamais votre désir n'a été troublé par tous les malheurs du monde que la prostitution implique? Je ne suis pas allé sur le boulevard Soult où il y avait des filles de l'Est qui sortaient des camionnettes avec un pistolet dans la nuque. Et, non, dès que je sens cette chose-là, ça me fait peur, ça m'angoisse. Maintenant, pour être tout à fait honnête, quand je couche avec une prostituée, je ne prends pas en charge, en effet, tous les malheurs du monde. Comme vous dites, parce que ce dont vous parlez, c'est en effet toute cette... En effet, mais c'est vrai aussi que, bon, je ne me drogue pas, mais que si je prenais de la cocaïne, je ne pense pas que je penserais, en effet, à tout le chemin qu'il a fallu et les gens que ça... Mais enfin, je peux dire ça je sais pas, des vêtements que je mets qui ont été fabriqués par des Chinois dans des hangars... vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de répondre sincèrement, honnêtement, donc Bref, docteur, va-t-il falloir que j'aille traîner moi-même sur les docks, je veux dire en chemise de nuit, robe de chambre, ma fille en pâte au gaz et de feuilles côte, une lampe tempête à la main, tapant à la porte des cahutes, bonsoir mademoiselle, pour un fou c'est combien? Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'aimerais que vous lui donniez un produit, docteur, je sais qu'il en existe, pour ce genre de personnes qui ont trop de tempérament, enfin je veux dire chez qui ça bouillonne. Oui, du bromure, ou je ne sais pas, ce qu'on donne, je ne sais pas, ce qu'on donne aux marins, aux médecins. Non, pas aux médecins, je vous prie de m'excuser. Je voulais dire aux marins-pompiers, au genre de personnes affectées de ce genre de travers. Je m'excuse, docteur. Je ne suis pas spécialiste dans la soldatesque. Je n'ai pas non plus passé ma vie à m'occuper de gens qui se conduisent comme des porcs. Comment ça, je suis folle? J'ai du mal à comprendre d'ailleurs justement la prostitution, c'est une énigme pour moi. Comment on peut arriver à faire l'amour avec quelqu'un qui n'a pas envie de vous, quoi. C'est un mystère. Vous n'avez donc jamais imaginé payer une femme? Non, jamais. Je me suis retrouvé lors d'un tournage en Pologne, dans une espèce de boîte de nuit, bordel. Voilà, mais j'étais... L'occasion s'est présentée, mais j'avais aucune envie de passer à l'acte. Même en me disant, tiens, tu devrais essayer, tu l'as jamais fait de ta vie, par curiosité, voilà, même dans ce cadre-là, j'ai pas eu envie, quoi. On peut parler d'un petit truc sexuel. En fait, ça m'est déjà arrivé d'être avec une fille dans un lit et de pas arriver, même si a priori on avait envie de faire l'amour, de pas arriver à le faire. Et en fait, je pense que c'est pas qu'on a soit pas envie, enfin, c'est une supposition, mais qu'en fait l'autre a pas envie, même si elle a l'air d'avoir envie. Et du coup, dans ce cas-là, pour moi, ça marche pas. Pour vous, le désir passe toujours par l'amour? Pour moi, le désir passe toujours par l'amour. Il y a à l'origine des sentiments et j'aurais pas envie de faire l'amour avec quelqu'un pour qui j'ai pas de sentiments.
J'ai l'impression que ce serait pas bien, pas dans le sens mal, une notion de morale, mais pas bien aussi, voilà, enfin, il n'y a pas l'envie, quoi. En regardant comment j'ai fonctionné jusqu'à aujourd'hui, où je suis vraiment adulte, je pense que j'ai gardé ce mode enfantin d'amoureux transi, et voilà, je fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que le désir est attaché à l'amour. Et pour moi, s'il n'y a pas de sentiment, j'ai pas envie de passer à l'acte. J'ai eu des copains qui étaient très différents de moi, des dragueurs, des séducteurs, voilà, qui m'épataient d'ailleurs, et dont j'aurais bien aimé avoir la technique pour arriver à mes fins le jour où j'avais des sentiments pour quelqu'un, parce qu'ils étaient capables de séduire à peu près, pas n'importe qui, mais presque, avec des petits trucs, quoi, auxquels j'assistais, qui m'épataient, mais bon, enfin, voilà, mais j'ai peut-être essayé timidement une ou deux fois d'essayer sous leur influence, mais ça a pas, c'est pas mon truc, quoi. Vous n'avez jamais connu d'aventure d'un soir? Non. Par contre, moi, d'être malheureusement pris comme une aventure d'un soir, quoi, et j'en ai souffert, quoi. Voilà, d'avoir eu des petites aventures comme ça, et moi je me disais, ah chouette, et puis en fait, non, c'était, ouais, non, mais bon, voilà, moi j'ai déjà 2 copains, voilà, j'ai trouvé sympa, et maintenant, salut, quoi. Bon, voilà, ça m'est déjà arrivé, donc c'est dur, quoi, parce que si la personne, vous y allez parce que vous êtes... Ça m'est même arrivé une fois où je sortais d'une rupture assez longue, et donc j'étais prêt à... plein d'amour, prêt à m'investir à fond dans la prochaine histoire, et je suis tombé sur quelqu'un comme ça, et puis ça a bien démarré, puis je me suis fait jeter au bout de 2 jours sans savoir. Ça devait être quelqu'un d'un peu, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas compris, mais genre ça a été dur, parce que j'y mettais tout j'étais super content, j'avais trouvé quelqu'un qui me plaisait, machin. J'étais super amoureux. Alors c'était très rapide évidemment, mais ça peut partir très vite, hein. C'est pas, ça peut partir en 1 heure, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Freud quand il dit que les obstacles sont les alliés du désir masculin? Bah, il est évident que l'obstacle est un argument du désir. C'est un argument du désir. Les murs qu'on grimpe sont plus marrants que les portes qui s'ouvrent. Donc, bien sûr, mais la vraie difficulté, ou peut-être la vraie réussite, c'est de savoir s'aimer quand rien ne nous en empêche. Le vrai problème, il est là, au fond. Le vrai problème, c'est pas de s'aimer quand on est Roméo et Juliette. C'est impossible, donc allons-y. Ça peut pas se faire. C'est impossible, et en plus c'est dangereux, donc aucune raison de ne pas s'aimer. En revanche, si les familles bénissaient cette union, si tout le monde était d'accord, si les parents étaient les meilleurs amis du monde, et que les individus, les 2 protagonistes, parviennent à s'aimer quand même, à l'intérieur d'une telle saturation de leur désir par l'imaginaire d'autrui, que les individus parviennent à s'aimer quand même, c'est-à-dire quand rien ne les en empêche, alors là, on est dans le désir. Oui. Est-ce que la prostitution ne simplifie pas un peu trop la vie au désir, en lui laissant croire qu'il peut être satisfait sans que l'amour entre en ligne de compte? Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de désir sexuel sans au moins germe amoureux, comme je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de germe amoureux sans désir sexuel, y compris entre hommes, femmes, tout ça. Aller coucher avec une prostituée, il y a obligatoirement une part, il y a une part d'amour, je ne sais pas comment appeler ça autrement. On peut être... Parce que sinon, ça voudrait dire que on se branle, quoi. Oui, alors, si on se branle devant un film de cul à la télé, là, on peut dire, en effet, il n'y a pas d'amour, oui. Ça m'est arrivé, hein, on peut se branler devant des films porno. Là, il n'y a pas d'amour. C'est du domaine sadien, pur. Mais à partir du moment où il y a un être humain, et un être humain qui vous fait des choses gentilles, je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir d'amour, quoi, à moins d'être...
vraiment taré, pour le coup, c'est pas possible. Mais alors, vous vous disiez quoi en allant voir des prostituées? Qu'en effet, on pouvait aller être ému par le but directement, sans tout le protocole social habituel. Peut-être simplement de ne pas être obligé d'aller inviter une fille au restaurant, manger, avoir très très peur pendant qu'on mange au restaurant en disant comment je vais faire. À l'époque, grâce à Dieu, on n'avait pas cette angoisse des préservatifs que connaît la jeunesse aujourd'hui. Bon, mais comment on va faire? Est-ce que je vais bander? Est-ce que je ne vais pas bander? Est-ce que je lui plais? Est-ce que je ne lui plais pas? Est-ce que je vais chez elle? Est-ce qu'elle vient chez moi? Tout ça, déjà, il y a une fille dans la rue qui est habillée comme un arbre de Noël, qui a tous les attributs qui sont censés faire bander, donc ça fait bander. Et puis il y a l'impudeur aussi de l'accès direct, quoi. Alors dire que tout ça est dépourvu d'affectivité, ça me paraît absurde, quoi. Bon, laissons de côté la prostitution et évoquons un autre classique du désir, l'adultère. Question directe. Pourquoi toi, tu n'as jamais envisagé de tromper ta femme? Je sais que si je devais me laisser aller à tenter quelque chose d'autre, ce serait un cataclysme pour Dany, et qu'elle le prendrait comme une véritable trahison. Et sans doute, pour ne pas risquer ce genre de blessure, ou de blessure grave, mortelle, qui peut être mortelle pour un couple, je me suis mis une règle qui est de ne même pas laisser la porte entrouverte à une possible aventure extra-conjugale, mais qu'il y a pour moi une priorité et qu'elle est une règle absolue pour moi. Tu ne t'es jamais dit, si personne ne le sait, je peux laisser mon désir batifoler? Il y a tout de même deux personnes qui le savent. C'est l'homme qui a trompé, utilisant le mot, et la femme avec qui ça s'est passé, dans le cas de figure que nous évoquons. C'est deux personnes qui le savent, donc c'est pas personne. Ce faisant, est-ce que tu contrains ton désir? C'est une contrainte que je m'impose, mais c'est une contrainte totalement assumée et assumée avec bonheur. Je ne me force pas à ça. Je pense à elle à tout moment, que je me trouve près d'elle ou pas près d'elle. Je n'ai qu'un bonheur, c'est de la retrouver quand j'ai été séparé d'elle. C'est de l'appeler quand je suis loin d'elle, c'est de la retrouver, on habite à une volée d'ascenseur du travail et de mon atelier. Je compare juste à un aspect du travail quand on me dit, mais au fond, est-ce que le chat n'est pas devenu une prison? Parce que, effectivement, je suis surtout connu pour ce travail sur le chat, même si je dessine d'autres choses, même si j'écris d'autres choses, même si j'ai eu beaucoup d'autres activités. Et je réponds en général que c'est une prison que je me suis construite ou que je me serais construite, mais dont les barreaux sont tellement écartés qu'elle me permet d'en sortir ou d'y rentrer quand je le souhaite. Donc ce n'est pas une prison, c'est un cadre, donc il n'y a pas de contrainte. Et vous, pourquoi n'avez-vous jamais été fidèle? Quand je suis sorti de cette prison de l'adolescence, je crois que dans ma tête, c'était plus jamais ça. Je serai libre sexuellement toute ma vie. Quand je me considère comme un droit sacré, un droit et un devoir presque sacré, quand quelqu'un me plaît, si cette séduction est réciproque, de quels que soient les problèmes que ça peut déclencher, ça en déclenche évidemment des catastrophiques, ça déclenche des problèmes toujours épouvantables, je me sens le droit et le devoir d'y aller, de faire en sorte que ça se fasse, si c'est possible. C'est vrai que je pense que et ne pas le faire serait pour moi insulter la vie. Alors, entre ces deux Philippe, entre Cobert et Gueluc, J'aime bien la distinction entre la prison et le cadre. C'est vrai, si on ne renonce à rien, comment croire que le désir puisse avoir encore du prix? et finalement c'est ce que disait Lacan, qui ne croyait pas à la possibilité de jouir sans entrave,
Les hommes aimeraient penser que la castration n'existe pas, mais si tout était possible, si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes entre les hommes et les femmes, ce qui menacerait le désir, c'est l'ennui. De toutes vos histoires, disons, purement sexuelles, vous ne sortez jamais déçus? Quand on vient chercher que ça, on n'est pas déçu parce que le lendemain matin, on sait qu'il n'y a que ça, et même parfois, il n'y a pas de lendemain matin, quoi, pour être clair. Donc quand on sait ce qu'on vient chercher, on ne peut pas être déçu une fois qu'on l'a eu. Mais quand vous traversez des histoires courtes, comment faites-vous pour ne pas souffrir? Sur certaines histoires, je vais venir chercher justement une histoire d'1h30 ou 2 heures, et je le sais depuis le début, et c'est inclus comme ça, et du coup je vais donner juste ce que la personne souhaite pour l'heure et demie ou les 2 heures passées ensemble, parfois plus, ou je vais moins donner, enfin il y a un curseur que je déplace, et du coup c'est pour ça que je ne souffre pas, c'est peut-être une manière de me protéger aussi. Je crois que c'est peut-être ça. Ouais. À l'inverse, est-ce que ça vous arrive de briser des cœurs? Je ne crois pas qu'en une soirée, on puisse briser le cœur de quelqu'un. Alors, il y a des gens plus ou moins fragiles, mais je n'ai jamais triché, je n'ai jamais promis monts et merveilles à des gens avec qui j'ai passé un moment court, que ce soit d'une journée ou deux ou sur une courte période. Donc, je ne pense pas avoir pu briser un cœur. Après, s'il y a des gens qui ont un imaginaire débordant et qui font qu'elles ont cru des choses dans des proportions démesurées, ça, c'est un autre problème. Mais du coup, non, je ne crois vraiment pas être un briseur de cœur. Pour vous, comment ça se passe quand vous vous séparez? Dans mon cas, je ne surmonte pas rapidement les séparations. En général, c'est 2 ans pour se reconstruire, pour se sortir la personne de la tête, pour arriver à l'oublier un petit peu. Et, pour des histoires d'amour, vraiment. Bon, après, voilà. Mais quand ça marchait bien, qu'il y avait de l'amour et que ça s'est terminé, bon, ça m'est pas arrivé souvent, mais voilà, il m'a fallu beaucoup de temps à chaque fois pour m'en remettre. Vous êtes vraiment un grand sentimental. Oui, ça oui. Je me vois comme quelqu'un de très sentimental. Et j'ai même souvent, en parlant avec les filles des histoires d'amour, de ces choses-là, trouvé que les hommes étaient beaucoup plus sentimentaux que les femmes en général. Quelle réaction suscite autour de toi la pérennité de ton couple? Quand je bavarde avec des maquilleuses avant une émission de télé, par exemple, et que je raconte un petit peu ma vie, que je raconte ma monogamie rigoureuse et ma fidélité, tu ne peux pas imaginer les soupirs d'envie que ça génère auprès des femmes avec qui j'en parle. Waouh, un homme fidèle, ça existe, mais c'est magnifique. Et c'est vrai qu'un amour peut durer aussi longtemps, mais c'est génial. Mais on n'entend jamais quelqu'un parler comme ça de sa femme. Oh, ça. Ce qui m'a fait dire parfois que, en fait, parler dans des cénacles comme cela de son sérieux et de sa fidélité, c'est un formidable moyen de drague, parce que ça fait fondre les filles qui auraient tendance à se jeter à votre cou. Mais je n'en ai jamais profité. Évidemment, c'était une plaisanterie. Mais c'est très impressionnant de voir comme les femmes, les filles, sont sans doute en recherche de cet amour parfait qui dure si longtemps. Tu dirais plus que les hommes? Je crois. Quand je parle de ça à des hommes, et tu en as été témoin, au début de notre collaboration chez Drucker, on dînait souvent après l'émission avec certains collègues, et j'avais plutôt l'impression de passer pour le provincial, pour le con, pour le... Mais quoi? Genre, t'es fidèle à ta femme, mais le con. Et quoi, et tu profites pas, t'es seul à Paris, tu t'en profites pas pour aller t'éclater, etc. Et je disais non, parce que voilà, c'est pas mon penchant. Et puis voilà, j'expliquais un petit peu ce que je viens d'essayer d'expliquer. Et auprès des hommes, je passe plutôt pour le con, et auprès des femmes, pour le super-héros. Je préfère leurs sentiments à elles. Et vous, si je vous dis le sexe ou l'amour, comme on dit la bourse ou la vie, qu'est-ce que vous me répondez? Pour moi, le sexe, c'est sacré.
La seule chose, je dis toujours, la seule chose qui peut peut-être me faire croire en Dieu, c'est l'orgasme, c'est la possibilité, c'est cette chose-là, c'est le sexe. C'est pas l'amour, en effet. J'ai la plus grande méfiance pour l'amour. J'ai été amoureux dans ma vie, je suis souvent amoureux dans ma vie, mais j'ai la plus grande méfiance pour ce sentiment-là. Parce que c'est le sentiment, d'abord, qui débouche le plus vite sur la haine. Ça coûte rien d'être amoureux, c'est facile d'être amoureux. On peut dire je suis amoureux, je suis amoureuse, et sous ce prétexte-là, on peut faire les pires des choses. On peut faire subir aux autres les pires des tourments. On peut leur casser les couilles, ou leur casser les ovaires, ou on peut les mettre en boîte, voilà. Donc, je suis un amoureux, j'adore l'amour, j'adore rendre amoureuse une fille, mais je me méfie de ça. Vous ne pensez pas que votre désir s'est habitué au plaisir du célibat et que ça sera difficile le moment venu de vous retrouver en couple? Ce qui est étrange, c'est que quand j'ai eu des histoires sérieuses qui duraient plusieurs années, j'étais hyper fidèle. En fait, j'ai toujours aimé draguer les filles, mais la question se posait plus, en fait. Et maintenant que je suis dans ce mode de fonctionnement-là, j'ai l'impression que quand je vais revenir à un mode plus classique, à dire, de couple, va falloir que je quitte le célibat. Et je me dis que ça va être aussi compliqué que quitter quelqu'un, en fait. Parce qu'il y a des choses qui me conviennent dans cette relation-là que j'ai, moi, avec moi-même, finalement. Mais je pense que ça va être compliqué de quitter le célibat. Manifestement, vous êtes plus doué pour le désir que pour l'amour. Vous savez pourquoi? Je pense que c'est simple, c'est juste que pour le désir, la séduction, il y a des règles du jeu, pour l'amour, il n'y en a pas. À vous écouter, on se dit que du côté du désir, ça ne se passe pas trop mal pour les homosexuels. Mieux sans doute que pour la plupart des hétéros. Mais qu'en est-il de l'amour? Je pense que la vraie difficulté qu'ont affronté les homosexuels, c'est à un moment, souvent, c'est quand ils tombent amoureux. C'est-à-dire, et là, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, se découvrir face à quelqu'un et se dire « j'ai envie de rester avec lui », j'ai envie de passer du temps avec lui, j'ai envie de construire quelque chose avec lui. Là, c'est une espèce de chose, enfin, en tout cas de mon point de vue, inquiétante, déroutante. Parce que justement, on n'a pas les rails des hétéros, là, pour le coup. On n'a pas le côté, on va pouvoir se marier, faire des enfants, donc ça nous permettra au moins de tenir. Il n'y a rien qui peut faire tenir durablement un couple homosexuel. Mais en même temps, moi, c'est le moment que je préfère. C'est le moment où, justement, j'abandonne le désir consumériste, etc. Et j'abandonne la question sexuelle pour passer à la question amoureuse. Et là, c'est le vrai moment où j'ai peur. C'est le vrai moment où je me demande ce qui va arriver et je me demande si je vais y arriver. Il est extrêmement simple d'obéir à son désir. Il n'est pas si compliqué de l'assouvir. Mais il est beaucoup plus délicat, en revanche, de s'admettre en amoureux et de s'investir dans la durée. C'est ça, moi, la vraie question que je me pose. L'amour, c'est plus délicat, plus compliqué et sans doute plus intellectuellement valorisant. Parce qu'il faut quand même aborder cette question, qui est que dans le désir, il y a quelque chose d'animal, de mécanique, d'extrêmement agréable lorsqu'il s'assouvit, mais ce n'est que ça. Voilà. Dans l'amour, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre mécanisme intellectuel, sentimental, qui fait entrer l'intelligence, le sensible. Et alors là, dès qu'on fait entrer de l'intelligence et du sensible, on prend peur. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Il va falloir le gérer. C'est des matières plus difficiles à manier. En fait, je n'ai quasiment jamais souffert dans mes relations sexuelles et j'ai pratiquement toujours souffert dans mes relations amoureuses. Tout a plus de relief avec l'amour, soit. Mais d'après votre propre expérience, quand la satisfaction se répète, par exemple dans ce qu'on appelle le quotidien, est-ce que ça ne tue pas le désir?
Je ne suis pas sûr qu'on sorte de l'amour quand on rentre dans le quotidien. Je ne suis pas sûr que l'amour soit ce point d'équilibre inouï où on soit dans le dépouillement, dans le sacrifice, dans le don absolu de soi. Je pense qu'il y a à peu près autant d'amour, sinon davantage, dans l'aptitude à aimer malgré la vie, malgré le temps, malgré l'usure, malgré la routine, malgré la perte du désir. Et le meilleur exemple de ça, je crois, c'est la chanson d'Aznavour, « Tu te laisses aller », qui est une expression qu'il emploie dans les 3 premiers couplets de façon terrible. Tu te laisses aller, tu te mets des bigoudis, t'es moche, fais du sport, tu m'aimes plus, tu me regardes plus, t'as vu ta gueule, quelle allure, enfin bon, je cite de mémoire, c'est mieux que ça. Et le dernier couplet, j'aimerais tant que de nouveau dans mes bras un jour tu te laisses aller, tu te laisses aller. Et la conversion de la négligence routinière en désir renouvelé me semble là être au principe d'une définition de l'amour qui est beaucoup plus intéressante et moins exigeante que celle que j'avais quand j'étais plus petit. Il faut supposer qu'il y a un malentendu entre les hommes et leurs désirs, parce qu'ils sont tout de même nombreux à se lasser très vite de ce qu'ils ont pourtant désiré ardemment. Le malentendu ici, c'est de faire reposer le désir sur la satisfaction. Sur la quête d'une satisfaction, c'est-à-dire sur son propre anéantissement. Un désir qui se représente lui-même comme né du manque est un désir qui, par la satisfaction à laquelle il parvient éventuellement, ce qu'on peut lui souhaiter d'ailleurs, désire se détruire lui-même, désire s'abolir lui-même. C'est au fond un désir qui se hait. Si chez les hommes, la libido s'éteint après l'amour, qu'en est-il pour les femmes? Est-ce qu'elles s'en sortent mieux? Si on prend l'orgasme féminin, je suis moins bien placé pour en parler. Encore que non, puisque je suis spectateur à ce moment-là. L'imaginaire qui va avec est celui d'une satisfaction nourricière. D'une satisfaction nourricière, c'est-à-dire que, pour le dire de façon triviale, jouir n'empêche pas de rejouir. Jouir n'empêche pas de jouir. Au contraire. Tout homme devrait donc avoir comme ambition de jouir comme une femme? En tout cas, tout homme devrait rechercher comme un absolu presque, ou comme un viatique idéal pour l'existence, l'art féminin de la jouissance. Quand vous pensez aujourd'hui à votre vie, quand vous pensez à toutes les femmes que vous avez aimées, à celles que vous avez croisées ou avec lesquelles vous avez vécu, quand vous pensez à Clémence, à Véronique, que diriez-vous finalement de la différence entre le désir masculin et le désir féminin? J'ai quand même souvent plus rencontré de filles qui disent qu'elles ont besoin d'être amoureuses pour faire l'amour, même si j'en ai aussi rencontré beaucoup qui n'ont pas besoin d'être amoureuses. J'en connais même qui sont pas loin de moi et qui, quand je leur explique comment dirais-je, que je vais voir des putes parce que moi, il n'y a pas de question d'amoureuse, qui me dit, putain, s'il pourrait y avoir des putes hommes, parce qu'on ne peut pas coucher avec un mec sans qu'il tombe amoureux de vous, sans qu'il veuille vivre avec vous, sans qu'il veuille que vous quittiez votre mari, sans... Voilà, je veux pas, je cite... voilà, donc je pense qu'il y a les comportements par rapport au désir, etc., peuvent se retrouver, tout à fait il y a je remarque que très souvent les filles sont beaucoup plus libertines que les hommes. Moi, j'ai pas mal fréquenté plus tard alors les clubs échangistes, j'ai toujours raconté, mais on disait, certaines féministes disent, oui, c'est les mecs entraînent leurs filles et les femmes se laissent faire pour faire plaisir à leurs mecs. Dans les clubs échangistes, les mecs, ils sont en peignoir, ils parlent de leur voiture, les filles, elles baisent. Voilà, en général, c'est ça qu'on voit. Les filles, quand elles sont là, elles baisent, quoi. Et les mecs, ils parlent. Voilà, ça, c'est ce que j'ai vu, moi.
Et si vous ne trouviez jamais la femme idéale? En fait, la femme idéale, c'est ce que j'ai en ce moment, mais sauf qu'elle est en plusieurs morceaux. Donc, je vais essayer d'en trouver une avec tous les morceaux réunis. Puis s'il y a 2-3 défauts, je le prendrai quand même, parce que à mon avis, ça n'existe pas. Une femme parfaite.